All right, veuillez évaluer. Please be seated. Mr. Jordas, if you're ready to proceed. Le président Maître Jordache, si vous êtes prêt à poursuivre, allez-y, Maître Jordache. Je vous remercie, Monsieur le Président. If I can return. Je voudrais revenir au déroulement de mon exposé et terminer pour ce qui est des arguments concernant les faits incriminés en Croatie. Des éléments de preuve seront avancés démontrant que la DB se voyait attribuer un rôle limité et a joué un rôle limité. Ces éléments de preuve contrediront la théorie ridicule présentée par l'intermédiaire de Babic et d'autres, selon laquelle Monsieur Stanisic aurait non seulement réussi à prendre le contrôle du MUP serbe, mais aurait également soumis l'ensemble de la direction de la SAO de Krajina et l'ensemble de son appareil militaire à sa volonté. Il y aurait eu une soi-disant structure parallèle au sein de la défense territoriale de Krajina, avec les unités de volontaires et la police de Martic ou la militia de Krajina, sous le contrôle de M. Stanisic, ainsi que avec M. Milosevic en fait à la tête de cette structure parallèle. Et certains présidents de municipalités auraient également participé à cela. La théorie de l'accusation repose sur une fiction, la fiction selon laquelle à partir de 1991, M. Stanisic aurait eu un pouvoir sans limite et qu'il aurait été le bras droit de Milosevic. Comme il est indiqué au paragraphe 45 du mémoire préalable de l'accusation, le ministre Sokolovic n'aurait été qu'un homme de paille et M. Stanisic aurait été de facto le ministre de l'Intérieur. Cependant, et la défense le démontrera, il semblerait que personne ne se soit rendu compte à l'époque de cet état de fait supposé. Bogdanovic a été ministre de l'Intérieur de Serbie jusqu'en juin 1991. Tout comme Sokolovic, il était un fonctionnaire de haut rang au sein du Parti communiste et ensuite au sein du parti de Milosevic, le SPS. Stanisic n'était même pas membre du parti. Lorsqu'il est devenu chef de ce service, il s'est efforcé d'éviter que son service ne soit instrumentalisé politiquement et il a dissuadé activement tout un chacun de rejoindre les rangs de quelque parti que ce soit. Une enquête a été diligentée à l'encontre de M. Stanisic en 1991 pour des motifs politiques. Bogdanovic et Jankovic se sont efforcés de l'écarter et de le faire démettre. Ce n'est que grâce à son professionnalisme au sein du service qui était le sien qu'il a pu se maintenir en poste. Alors, mesdames et messieurs les juges, vous rappellerez la pièce P630, une conversation interceptée entre Karadzic et Kertész en date du 24 juin 1991. Kertész y affirmait à Karadzic qu'on aurait donné carte blanche à Jovica. Et l'accusation a avancé qu'il s'agissait de donner carte blanche en fait à Stanisic pour fournir des armes en Bosnie. Laissons de côté le fait que ceci est faux. Laissons de côté le fait qu'il n'était absolument pas possible qu'il y ait la moindre intention criminelle en Bosnie au mois de juin 1991. Kertész avait raison au moins en ce qui concerne un élément. Jovica avait les mains liées et Jankovic rendait M. Stanisic fou en essayant de l'écarter de son service.
M. Stanisic faisait donc l'objet d'une enquête faite par une commission collective interne, et ce pour des raisons politiques qui étaient celles de membres du parti de Milošević. Donc il n'y a aucun sens, selon nous, à suggérer que Stanisic était l'homme le plus puissant au sein du MUP, alors que, par ailleurs, Janković lui tenait les mains liées, pour ainsi dire. Les procès-verbaux du Conseil suprême de la défense de la RFI grecque pour l'année 1992 montrent de façon très claire que M. Stanisic, tout d'abord, n'a pris part à aucune de ces réunions. Les participants réguliers des réunions du Conseil suprême de la défense étaient des membres de l'administration fédérale, différents dirigeants de l'ex-Yougoslavie, ainsi que des militaires de haut rang de la VJ. Les procès-verbaux du Conseil suprême de la défense montrent que c'est cet organe principal qui était celui dont les décisions avaient présidé principalement à la contribution serbe et monténégrine aux guerres de Croatie et de Bosnie. Je reviendrai à ces procès-verbaux plus tard. Mais en tout état de cause, le MUP de Serbie n'y a même pas été invité. M. Sokolovic a été présent une fois, le 7 août 1992. De 1992 jusqu'à la fin de 1995, M. Stanisic, celui que l'on décrit comme chef omniprésent et tout-puissant, n'est mentionné qu'une seule fois, et cela dans le contexte d'une arrestation des plus ordinaires. Il ne mérite pas plus que cette unique mention. Nous considérons que ceci est une preuve éloquente du caractère inexact des allégations d'accusation selon lesquelles M. Stanisic et l'ADB auraient joué un tel rôle. Et nous avons inclus cette pièce à conviction dans notre liste. La défense montrera, au moyen des éléments de preuve documentaires, au moyen des procès-verbaux du SDC, du procès-verbal de la 180e session de la présidence de la RSF-Y du 25 février 1992 et de différents journaux personnels, que M. Stanisic ne saurait être placé au centre des événements. L'accusation a pourtant décidé de s'appuyer sur ce constat implicite. C'est la raison pour laquelle l'accusation parle de canal de communication. Et cela signifie en réalité que M. Stanisic n'était pas un décideur. Bien entendu, les différents éléments de preuve que nous présenterons montreront que la direction politique et militaire n'avait besoin d'aucun canal de communication. Il y avait des dizaines et des dizaines de conversations interceptées et de prises de contact directes entre les hommes politiques et les membres de l'armée. Compte tenu du rôle et de l'importance que l'on essaie d'attribuer à M. Stanisic, il est particulièrement instructif de voir à quel point il y apparaît rarement. M. Milošević n'avait besoin d'aucun canal de communication pour s'entretenir avec M. Karadzic, comme les conversations interceptées le montreront. À certains moments, il était au téléphone avec lui tous les jours. Au transparent numéro 21, nous voyons donc que ce qu'il en est des carnets de Mladic, tout comme le montre la pièce P 25-29 de l'accusation, le 2 juillet 1993, Mladic est en réunion avec Šajnović, Badja, Karadzic, Krajišnić, Stanisic et d'autres. Šajnović présente Stanisic et Badja en tant que ceux qui exécutent concrètement, qui mettent en œuvre. Une description intéressante sur laquelle l'accusation se repose, s'appuie et qu'elle considère comme une preuve de l'importance de M. Stanisic. Cependant, il y a là
fait plus important qu'on a laissé de côté. Les journaux ne commencent qu'à la date du 29 juin 1991, c'est-à-dire juste avant que Mladic ne devienne colonel et chef d'état-major du 9e corps de la GNA à Knin, avant qu'il ne soit nommé commandant de l'état-major de la VRS le 12 mai 1992. Quant à Stanisic, avant le 2 juillet 1993, c'est de Micho Stanisic qu'il s'agit, comme les juges peuvent s'en convaincre en consultant les entrées correspondantes. Et même si l'accusation ne reconnaît pas cela, les entrées correspondantes parlent d'un Stanisic qui a relativement peu d'importance. La guerre, c'est toute une guerre qui avait eu lieu en Croatie en 1991 et en Bosnie en 1992. Et le premier des accusés, celui qu'on décrit comme le bras droit de Milosevic, n'apparaît même pas dans les journaux, dans les carnets de Mladic. Les témoins DST 34, DST 62, DST 31 et DST 43 seront nos 4e, 5e, 6e et 7e témoins. Ils ont tous joué des rôles importants au sein de la Krajina, que ce soit à titre permanent ou temporaire. Leurs fonctions politiques ou professionnelles impliquaient qu'ils devaient être proches de l'État fédéral ou de la direction de la RSK, y compris Mladic, Martic, se reprend interprète, et Babic. Ils n'ont pas vu ni entendu parler d'une participation de Stanisic sous la forme de fourniture d'armes en rapport avec le gouvernement de la Krajina, en liaison avec Dragan, Golubic, la police de la Krajina ou les camps d'entraînement. À l'inverse des témoins de l'accusation tels que M. Lazarevic, ils ne se sont pas vus proposer de se réinstaller confortablement à l'étranger. Donc ils n'ont aucune raison de mentir pour venir en aide à M. Stanisic. Les témoins DST 35, DST 44, DST 63 et DST 30 confirmeront que la même chose s'applique à la SBSO. Les témoins DST 35, 44 et 63 étaient tous trois des professionnels très occupés qui s'employaient le long de la frontière séparant la Serbie de la Croatie. Leur fonction les faisait intervenir le long de la frontière entre la Serbie et la SBSO ou à l'intérieur de la SBSO elle-même. Et les témoins en question confirmeront le rôle qui était celui du SUP de Voïvodine et du MUP de la Serbie dans les tentatives visant à protéger la frontière, à empêcher le transport illégal d'armes de Serbie en Croatie pour ensuite voir ces mêmes armes revenir en Serbie, ainsi que leur rôle dans la mise en place de postes de police au sein de la SBSO. Nous estimons que ces postes de police ont avant tout contribué au bien public en empêchant la commission de crimes et en restaurant l'ordre et le respect de la loi dans une région qui avait désespérément besoin d'une plus grande sécurité. Le témoin DST 35 décrira la façon dont le ministre de l'Intérieur Bogdanovic a compromis tout cela en s'assurant, pour des raisons personnelles, qu'Arkan puisse traverser librement la frontière pour faire passer des armes en SBSO. Le témoin DST 44 décrira l'amitié existante entre son supérieur Badja et Arkan, ainsi que l'amitié qu'ils ont développée, amitié qui a empêché d'autres autorités qui jouissaient pourtant de compétences supérieures de les entraver dans leurs opérations. Ce sont Badja et Bogdanovic qui devraient être assis ici à la place de M. Stanisic. Ce sont eux qui ont fourni de l'aide à Arkan et d'autres. Le témoin DST 44 confirmera la collaboration existante entre le SUP de Voïvodine, la DB de Serbie et la sécurité publique dans l'opération SREM.
conçu pour protéger les non-serbes le long de la frontière. DST-63 confirmera que le rôle de l'ADB était limité à la collecte de renseignements. L'ADB serbe n'a jamais apporté la moindre assistance dans la mise en place du DB de la RSK en 1992. Jordache, your speed of speech is... Le président. Maître Jordache, vous accélérez peu à peu. Maître Jordache, excusez-moi. Je suis simplement en train de me rendre compte que l'heure passe, Monsieur le Président. Nous avançons que l'accusation n'est pas en mesure de démontrer que Stanisic aurait joué le moindre rôle dans la mise en place et le maintien en fonctionnement de la RSK. En l'absence de preuves convaincantes, l'accusation en revient à cette mythologie des bérets rouges qu'ils font remonter à la venue du capitaine Dragan Aknin, qu'ils attribuent d'ailleurs à M. Stanisic. La défense réfutera cette allégation. Ceci se fonde sur des rumeurs, des spéculations et le comportement arrogant du capitaine Dragan. Pourrions-nous passer, alors si nous revenons un instant à la pièce P 1050, le journal de Glicic, secrétaire du général Simovic, ministre de la Défense, ceci a été rédigé en 1992 et les éléments de preuve le montreront. Un sujet est ici présent en fil conducteur. Once again, Mr. Stanisic does not... Encore une fois, Monsieur Stanisic n'est pas mentionné, n'est pas cité pour état de service remarquable. Au contraire, il n'a fait pas la moindre apparition dans le bureau de Simovic. On ne parle même pas de lui. Et les juges de la Chambre seront invités à consulter différents passages de ce document. Donc, les pièces 1D 26-16 à 1D 26-27. Les entrées correspondantes représentent plutôt à une liste de ceux qui comptent à ce stade-là, à cette époque-là. En partant de Milosevic, Babic, Radjic, il y a également Arkan, Kertész, le général Kadievitch, l'amiral Brovet, le général Hadjic, le général retraite Pekic et bien sûr l'infâme Dragan. Et parmi les quelques personnalités ou noms qui ne sont pas cités une seule fois, nous trouvons M. Stanisic. L'accusation attribue une grande importance à la pièce P 992 qui correspond au transparent numéro 33. Dragan, dans une lettre envoyée au commandant de la défense territoriale le 8 novembre 1992, soutient qu'il aurait eu une obligation envers la sûreté d'État de la République de la sécurité d'État, se reprend l'interprète, de la République de Serbie, et que ces activités devaient être conformes, pleinement conformes aux exigences de ce service. Alors, laissons de côté le caractère flou de cette affirmation, comme c'est le cas d'ailleurs de toutes les affirmations relatives à Dragan que fait l'accusation. Nous invitons les juges de la Chambre à soumettre ceci à un examen. Comme le montre la pièce P 992, le capitaine Dragan était mécontent concernant la demande de Simovic dans laquelle il était proposé que le capitaine Dragan redevienne un simple capitaine de la défense territoriale. À l'époque où il écrit cette lettre, il est déjà connu dans toute la Serbie, bien au-delà de ce qu'il a réellement obtenu sur le terrain. Il voulait être le commandant d'une nouvelle armée serbe, en fait. Et les éléments de preuve de la défense le montreront. Il pensait qu'en se réclamant de certaines obligations envers le service de la sécurité d'État, il pourrait parvenir à ses fins.
I've just been helpfully reminded it's slide 25 we're looking. Alors, on vient de me signaler, excusez-moi, que c'est en fait du transparent numéro 25 qu'il s'agit. Il voulait en fait devenir le commandant d'une nouvelle armée serbe. Il pensait qu'en se réclamant de certaines obligations qui seraient soi-disant les siennes envers la sûreté d'État, Simović lui permettrait d'endosser un tel rôle. Mais suite au refus de Simović, Dragan a lancé une campagne de presse virulente contre le même Simović en qualité de ministre de la Défense, en avançant toutes sortes d'affirmations fantaisistes concernant l'ADB. Les juges de la Chambre verront au transparent numéro 26 une autre de ces affirmations fantaisistes avancées par Dragan concernant les forces de la police spéciale serbe. La défense expliquera ce qu'il en est des bérets rouges et démantèlera la méthodologie utilisée. Il démantèlera la mythologie, se reprend l'interprète en question. Nous convenons que l'histoire et les événements relatifs aux bérets rouges commencent bien avec Dragan et la sélection d'un certain nombre de recrues parmi celles entraînées à Golubic. L'unité était composée des instructeurs eux-mêmes et d'un certain nombre des recrues qui avaient déjà suivi l'entraînement du camp de Golubic. Le nom de ce groupe était les Kninja. L'unité commandée par le capitaine Dragan à l'automne 1991 a participé à des opérations militaires dirigées avant tout en direction des lacs de Plitvice. Les Kninja intervenaient sous l'autorité de Martić parce que les Kninja faisaient partie de la police. Le commandant en second était Dragan. The third in command. L'homme numéro 3 était Tsarnogoratz. Ils ont participé à l'opération à Plitvice, cette opération dont l'objectif était d'en repousser les forces croates. M. Simotović n'assurait pas le commandement de cette unité qui recevait ses ordres de Martić. Il ne faisait pas partie de la DB. Comme les carnets de Mladić auxquels nous venons de nous référer à l'instant le confirment, ou plutôt le suggèrent. Il était impossible de les distinguer de la police de la RSK, parce qu'ils étaient partie de cette police de la RSK. À un certain moment de l'automne de 1991, les Kninja ont reçu l'ordre de venir en aide à la JNA pour la prise d'Ilok. Ils étaient cantonnés à Fruška Gora, et ce groupe qui comptait 25 à 30 hommes comprenait également Zika Tsarnogoratz et Rajo Bojović. Tout comme les éléments de preuve de la défense le montreront, et ceci principalement par l'intermédiaire du témoin DST-42, c'est à peu près à cette époque que M. Stanisic a commencé à avoir quelque chose à voir avec ce groupe. Il a négocié avec Martić afin de recourir à certains des Kninja pour porter assistance à la sécurité d'État serbe dans l'accomplissement de ses tâches. Ilok se situe juste à quelques kilomètres de Paizoš où un poste de collecte de renseignements de la DB se trouvait. Il s'agissait d'une installation de surveillance électronique et des hommes des Kninja ont été priés d'en assurer la sécurité. Les membres de ce groupe n'ont participé à aucune opération militaire pour le compte de la DB serbe, mais se sont acquittés de tâches tout à fait régulières qui consistaient à monter la garde autour de ce poste de collecte de renseignements. Les juges de la Chambre se rappelleront la déposition du témoin JF 031 pour le compte de l'accusation, qui a rappelé la visite de M. Stanisic à Fruška Gora en octobre 1991, ou à peu près à ce moment-là. M. Stanisic s'y est rendu en visite avec son jeune fils qui tenait un magazine avec des Kninja en couverture. Les Kninja étaient connus, étaient célèbres, et son fils voulait les voir en vrai.
Si Fruška Gora avait été une véritable base militaire, Stanisic y aurait-il emmené son propre fils de cet âge-là? Stanisic avait à l'esprit qu'il s'agissait là d'un groupe qui pouvait être utile à la sûreté d'État de Serbie dans un cadre limité. Comme le témoin GF031 l'a confirmé, Stanisic a souligné que ces hommes devaient être employés à Paisos et ne devaient pas intervenir dans des opérations militaires. Et Panic ne pouvait pas utiliser ces hommes dans les opérations à Vukovar. Nous nous appuyons sur des éléments de preuve. Stanisic a refusé d'être impliqué ou d'être entraîné dans cette guerre, alors que la JNA, la défense territoriale et volontaire, y compris Arkan, s'était acharné à détruire Vukovar. Un peu plus tard, un groupe d'hommes, y compris Bojovic, est entré à Paisos et a commencé à y monter la garde pour le compte du MUP serbe. Il restait par une partie de... La température surprend. Ils étaient toujours une partie de la police de la RSK et ils étaient commandés par Martic. Ils avaient été en quelque sorte prêtés à la DB de Serbie pour s'acquitter de cette seule tâche. The remainder of the Kninjas. Le reste des Kninjas avait été affecté ailleurs par Martic et n'avait rien à voir avec la DB serbe. Il se peut peut-être que si le rôle de M. Stanisic s'était terminé avec ses hommes, avec la sous-traitance d'un nombre limité à cette fin limitée, il ne serait pas en train de comparaître en tant qu'accusé lors de ce procès. Toutefois, début 92, un groupe terroriste de Croatie s'est infiltré en Serbie et a dû être pourchassé et intercepté à Apatin, en Serbie. Monsieur Stanisic s'est rendu à Apatin avec Badja pour évaluer la situation et déterminer ce qu'il y avait lieu de faire. Le SAJ, le groupe antiterroriste de la sécurité publique, était temporairement inactif. Il a été décidé de recourir à un petit groupe de Kninja, comprenant Rajo Bozovic, pour capturer ces terroristes qui ont été finalement remis aux autorités croates dans le cadre d'un échange de prisonniers. Monsieur Simatovic a relevé la question, a rappelé ce fait lors de son discours prononcé à Kula. Il a déclaré qu'il s'agissait de l'une des tâches les plus importantes jamais réalisées par l'unité spéciale serbe, la capture des terroristes d'Apatin. Il s'est trompé dans la date d'ailleurs. Toutefois, c'est un aspect curieux de son discours. En effet, en dépit du fait qu'il y avait une coordination de 5000 hommes dans la Krajina, la création de 26 camps d'instruction, la surveillance de milliers de vols de transport de matériel militaire et humanitaire, en dépit d'une participation à ces opérations en Croatie et en Bosnie, il est assez bizarre, compte tenu de tout cela, qu'il décrive la capture de 20 terroristes maximum comme l'une des grandes réalisations de l'unité spéciale. En fait, c'était la réalisation la plus importante parce que tout le reste n'est pas vrai. À la suite de cette opération, une partie des captifs s'est mal comportée et est entré en conflit avec la police à Apatin. L'un d'entre eux a été attaqué par Bozovic. Stanisic a décidé que ce groupe ne devait plus être utilisé par la DB et Bozovic a
bien entendu qu'il était désormais persona non grata en Serbie. Vers cette époque-là, février 92, les forces des Nations Unies étaient arrivées en Croatie en vertu du plan de paix de Vance. Et les membres des Kninja ne formaient plus un groupe. Il y avait des membres à Knin, des membres à Korenica. Zika Tchernogorak s'est rendu en Slavonie et a été vu à Brčko. Certains des hommes du capitaine Dragan s'étaient retrouvés dans la région autonome de la Baranya. Il ne s'agissait pas d'excroissance des unités spéciales de l'ADB, mais d'anciens membres des Kninja qui travaillaient comme volontaires professionnels. La défense démontrera que M. Stanisic n'avait rien à voir avec l'envoi de ces hommes en Bosnie ou ailleurs. Cette accusation est basée sur des conjectures théoriques. Parce que cela implique un niveau d'autorité, de planification qui n'existait tout simplement pas. Il existe des preuves convaincantes et nous allons les invoquer et nous allons corroborer cela pour dire que M. Stanisic n'avait rien à voir avec l'envoi de Bozovic en Bosnie. Comme le montre la pièce à connexion 392, le carnet de Lalic, très clairement, Bozovic, volontaire professionnel, a reçu une demande du commandant du premier corps de la Krajina en Bosnie, le général Kalic, une demande visant à se présenter au centre de Doboj. Le chef du centre était Andrija Bjeljovic et 15 à 20 hommes ont été transférés en compagnie de Bozovic. Selon nos arguments, le carnet de Mladic, ou les carnets de Mladic 392, prouvent que M. Stanisic n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que Bozovic se rende à Doboj, ni lui ni d'autres. Voici l'histoire de la genèse des bérets rouges qui sera présentée dans les arguments de la défense. L'histoire d'un groupe d'hommes qui est devenu célèbre et dont la célébrité s'est vue améliorée par des soi-disant liens avec l'ADB, les journalistes et l'accusation, le procureur ayant fait le reste. Comme le confirmera DST40, il existait une décision du MUP de Serbie du 4 août 1993 portant formation d'une unité antiterroriste. Les preuves montreront clairement qu'il s'agissait de la formation d'une nouvelle unité. Ce qui requérait planification et organisation. Ce qui n'aurait pas été nécessaire si la théorie de l'accusation était exacte. DST40 parlera des efforts consentis pour créer cette unité. Il confirmera en développement que la formation d'une telle unité n'était pas une tâche simple. Il faut des années pour créer une unité professionnelle. DST40 confirmera les tentatives de la DB pour recruter le bon personnel. Le concept de force de réserve est important en l'espèce. Le MUP de Serbie était juridiquement tenu d'employer des forces de réserve si c'était nécessaire pour stopper, pour enrayer toute activité mettant en danger la sécurité de l'État. La défense montrera que M. Stanisic n'a pas joué de rôle dans le recrutement ou la rémunération des forces de réserve. Il n'a pas joué un rôle
dans le recrutement de personnes dont l'accusation juge qu'ils étaient des membres éminents de l'unité spéciale de l'ADB serbe. Le fait que certains indésirables se soient retrouvés parmi les forces de réserve n'est guère surprenant, compte tenu du chaos qui régnait dans un contexte de guerre. Mais ça n'a rien à voir avec M. Stanisic, de la même manière que le recrutement de personnel temporaire dans ce tribunal n'a rien à voir avec le président du TPY. La diapo numéro 28 montre le type de décision de recrutement que prenait M. Stanisic. La défense démontrera qu'il s'agissait à peine de décision, dans la mesure où il y avait une commission au sein de la 8e administration, l'administration qui s'occupait de la logistique. Cette commission choisissait les employés et M. Stanisic se bornait à poser son blanc-seing, à signer ces décisions. En l'absence de raisons impératives empêchant un recrutement, M. Stanisic se contentait d'apposer son blanc-seing et d'entériner des décisions qui lui étaient soumises. Le fait que des membres des Kninja ou des personnes qui leur étaient associées aux des forces de la réserve se déclaraient membres de l'ADB n'est guère surprenant. Ici encore. Trouvez un café, un bar dans le monde avec des hommes au passé militaire et je vous trouverai un homme qui se vante d'avoir été membre des forces spéciales. Et trouvez moi un homme qui s'est battu aux côtés des ex-ninjas ou d'un ex-ninja lors de la guerre des Balkans, et je vous trouverai un membre des bérets rouges. C'est une théorie bien pratique de l'accusation, mais ce n'est pas une bonne manière de déterminer la culpabilité dans la justice internationale. Le troisième volet des arguments de la défense traitera de la soi-disant contribution de l'accusé aux crimes commis en Bosnie-Herzégovine. Il reposera sur 3 propositions fondamentales ou centrales. Premièrement, qu'il n'existe aucune preuve fiable étayant l'existence d'un dessein criminel en Bosnie avant avril 1992. Deuxièmement, que si les autorités militaires ou civiles serbes depuis la Serbie avaient participé à un dessein criminel, après ces doutes, ce qui n'est pas sûr, elles s'en étaient en tout cas retirées à la date de la fin de 1993, 13 au plus tard. Et la défense démontrera que les autorités militaires et civiles serbes ont interrompu toute coopération significative prêtée aux dirigeants serbes de Bosnie à ce moment-là. Il n'y avait pas d'action concertée aux fins de la réalisation d'un dessein criminel. La troisième proposition de ce troisième volet démontrera que M. Stanisic n'a jamais, à aucun moment, partagé de dessein criminel, ni contribué à un tel dessein de quelque manière que ce soit. Pour revenir à cette première proposition, aucun dessein criminel en Bosnie et aucune preuve contraire, en tout cas jusqu'à avril 1992. L'accusation cherche à démontrer qu'à la fin de 1992, les dirigeants
en Serbie ont commencé à envisager la création d'un territoire serbe distinct afin de permettre aux Serbes de rester en Yougoslavie. Ce plan envisageait la création de structures distinctes, en ce compris une structure politique, policière et militaire différente. L'accusation a également cherché à démontrer que le 19 ou 20 décembre 1991, le document qui a été connu comme instruction de mise en œuvre des variantes A et B a été présenté par Karadzic lors d'une réunion de hauts dignitaires du SDS. Le 16, lors de la 16e session de l'Assemblée de la Republika Srpska, Karadzic a présenté les 6 objectifs des Serbes de Bosnie. Je vais lire le jugement Krajišnik, paragraphe 995 et 996. Il serait inexact de placer ces objectifs sur un piédestal, comme le fait l'accusation. Car finalement, il s'agit d'affirmations anodines qui sont utilisées comme une politique d'État officielle et ont même été publiées au journal officiel de la République serbe de Bosnie. Alors si l'on est porté à y trouver du sens caché, c'est à la lumière du contexte et des événements qui ont suivi. C'est une lecture anachronique des objectifs de mai. Et cette lecture n'est non seulement pas indiquée, mais est totalement erronée, de la même manière qu'une lecture anachronique des instructions de décembre est également totalement à côté de la plaque. Plus important par rapport à la politique actuelle était la boucle de rétroaction, de coordination et de soutien qui existait entre les forces serbes de Bosnie sur le terrain et les dirigeants au niveau central. Les prises de pouvoir, les tueries, les arrestations, les abus, les expulsions, etc. avaient commencé dans les territoires avant l'annonce des buts ou des objectifs stratégiques le 12 mai 1992. Ces incidents ont débuté en début avril 1992, et c'est ce qu'invoquera la défense pour montrer qu'il n'y avait pas de dessein criminel commun jusqu'à cette époque-là. Plusieurs personnes agissant de concert à la réalisation d'un but commun. C'était le titre. Si nous n'acceptons pas que les dirigeants politiques et militaires serbes appartenaient à un groupe qui agissait aux fins de la réalisation d'un dessein criminel serbe bosniaque, la défense montrera que à la suite du rejet par les Serbes de Bosnie du plan de paix Vance-Owen, toute coopération ou collaboration entre les deux est devenue minimale. Le seul but de la Serbie en tant que telle n'était que d'empêcher la guerre et empêcher une crise de réfugiés qui se présentait en Serbie. Et ce que nous allons présenter est basé sur les décisions et délibérations au sein du Conseil suprême pour la défense, des vestiges de la RSFY, le désenchantement des extrémistes parmi la faction serbe de Bosnie a commencé en 1992 et à la fin 1994, une coopération impliquait peut-être une intention criminelle et un dessein criminel commun.
et celui-ci, fin 1994, avait cessé d'exister depuis très longtemps. Vous le voyez à la diapo, vous voyez la diapo 30. Il s'agit du procès verbal du Conseil suprême de la défense. Pour nous, il est clair que les autorités serbes, les dirigeants qui appartenaient au Conseil suprême de la défense, en avaient assez. Il existait certes une assistance, comme cela figure dans le procès verbal, mais celle-ci n'a pas subsisté très longtemps. Comme le prouve la diapositive 31, bien entendu, nous invitons les juges à lire la totalité du procès verbal. La RFY a décidé de couper les ponts avec la VRS. Elle a réitéré qu'elle devait exercer une influence sur la Republika Srpska car la paix était d'un intérêt national. Il était reconnu que si Banja Luka était bombardée, des centaines de réfugiés envahiraient la Serbie. Les clichés 32 et 33 vont dans le même sens. Cette nation, la Serbie, ne doit pas être massacrée à cause des têtes brûlées de palais. Le 27 septembre 1994 s'est tenue la 25e session du Conseil suprême de la défense. Et ce Conseil suprême en avait de toute évidence assez. Mais la décision de cesser toute aide et assistance n'est pas intervenue tout de suite. La sécurité des Serbes de Bosnie était également un problème de sécurité intéressant la Serbie. Cela est décrit par le détail dans le procès verbal du Conseil suprême de la défense. Comme l'indique le cliché numéro 34, le 2 novembre 1994, le Conseil suprême de la défense a ouvert les yeux sur la réalité et a reconnu que tout en ne souhaitant pas apporter son concours aux objectifs territoriaux des Serbes de Bosnie, il était nécessaire d'empêcher la propagation du conflit en Serbie. Il était nécessaire de rapatrier les réfugiés vers la région de Bihac. Voilà les délibérations qui ont constitué les bases de PAOK et qui ont été la base de la participation de M. Stanisic à PAOK. Cliché numéro 35, très important pour nous par rapport à ce que dit l'accusation au sujet de 1995. Le Conseil suprême de la défense a reconnu l'imminence de la menace que représenterait la défaite des Serbes de Bosnie. La sécurité de la Serbie était menacée. Les réfugiés et la crise qui s'ensuivrait imprégnaient fortement les esprits. Ces procès-verbaux et décisions du Conseil suprême de la défense représenteront la base des arguments de la défense en ce qui concerne les crimes commis en Bosnie. La défense prouvera qu'il ne peut y avoir aucun doute autour du fait que ce dessein criminel commun avait cessé d'exister bien avant 1995. L'assistance offerte fin 1994 par M. Stanisic à l'opération PAOK ne répondait pas à un objectif criminel, mais répondait à un authentique désir de faire en sorte que les dirigeants de la RSK
parviennent à une situation de paix et un véritable désir de résoudre une véritable crise des réfugiés à Bihac pour empêcher une crise encore plus importante en Serbie. Les opérations à Trnovo et à Banja Luka doivent être considérées de cette manière. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'accusation a eu du mal à bien démontrer la pertinence ou l'importance de PAOK dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. Dans ces arguments, l'accusation ne parvient pas à montrer la distinction entre des faits ou des actes licites aux fins d'un but licite et une guerre obéissant à un dessein criminel. Selon nous, M. Stanisic n'a pas contribué au crime commis en Bosnie. La défense démontrera que l'accusé n'a pas du tout contribué au dessein criminel, si tant est qu'il en existait en Bosnie. Comme le montrera la référence, il n'existe aucune preuve fiable et la tentative grossière de M. Mladic de l'impliquer par le biais d'une série de carnets manipulés sera démontée. Le MUP bosniaque de Serbie a été créé conformément aux législations adoptées le 28 février 1992. La loi serbe de Bosnie sur les affaires intérieures. Point. Le MUP devait s'occuper de la sécurité pour le gouvernement. Il faut accepter qu'au début, le MUP serbe de Bosnie était aidé par la République de Serbie. Des rapports préparés par les services de sûreté de l'État en mars 1992 confirment une coopération officielle entre le SUP fédéral de Belgrade et la police serbe de Bosnie. La défense prouvera que ce plan de coordination n'impliquait pas la DB serbe. Et cela montrera clairement également que dans son esprit, M. Stanisic ne cherchait pas à aider le MUP de Bosnie-Herzégovine et son service n'aidait pas la DB. Il est dérivé des carnets de Mladic que malgré cette tentative grossière d'impliquer les services de la DB serbe, en fait, M. Stanisic n'a pas apporté son concours. Je cite, « C'est à cause de votre initiative que nous nous rencontrons pour améliorer votre situation opérationnelle et tactique et pour traiter la question de l'aide provenant de Serbie. » Mais Stanisic n'a pas prononcé d'autres paroles lors de cette réunion. Il s'agissait d'une formalité. Tout simplement, il a ouvert la réunion et la défense prouvera que ni lui ni son service n'ont aidé les Serbes de Bosnie. La défense montrera que l'aide apportée aux Serbes de Bosnie provenait d'autres secteurs. Les clichés 36 à 48 montrent ou représentent un morceau choisi des sources de cette assistance. Ces pièces à conviction montrent d'où venait cette aide, cette assistance.
guichet 48. Il s'agit de la pièce à conviction de l'accusation 65 ter 2351, une demande envoyée à Stanisic par le MUP de la République Srpska 12 mai 1995. Est-ce que votre service technique pourrait réparer et entretenir un centre de communication ondes courtes mobile de 400 watts, une unité générateur et un véhicule? Pourriez-vous également revoir la réponse donnée à notre demande précédente concernant le matériel technique nécessaire? Voilà, en juin 1995, lorsque M. Stanisic était censé être au fait de son pouvoir, la manière dont la Republika Srpska et le MUP de la Republika Srpska le considèrent. Et je vous prie de relever la demande de revoir notre demande précédente ou antérieure. Fin de citation. Monsieur Stanisic ne coopérait pas avec l'ADB de Bosnie. En fait, cela d'ailleurs ne figure pas dans les carnets de Mladic. Il existait un conflit ouvert entre son service et le service de Bosnie. Monsieur Stanisic n'aimait pas le général Mladic. Monsieur Stanisic avait refusé de s'impliquer à Vukovar en 1991. Et de la même manière, il ne voulait pas participer à des attaques sur des zones sécurisées ou procéder au honteux bombardement des zones civiles, comme on l'a vu à Sarajevo et ailleurs. Cette animosité s'est transformée en conflit ouvert en juin 1994 lorsque M. Stanisic a négocié la libération des otages de la Fort Pronu. Il est apparu clairement alors à M. Stanisic qu'il n'avait pas à faire, qu'il ne négociait pas avec un homme rationnel. Malheureusement, mais c'était prévisible, cette absence de raison, de caractère raisonnable, n'a pas disparu au cours des 15 dernières années. Même si ces 15 dernières années, Mladic a eu la possibilité de un petit peu redorer son blason, il ne l'a pas fait. Il n'a pas pu changer sa version. Or, l'accusation a utilisé sa version comme pour la présenter pour argent comptant. Pour moi et pour nous, les choses sont claires et la défense montrera à l'aide de pièces détaillées que, en fait, en impliquant les autres, ils servent leurs propres intérêts. Le massacre des Srebrenica ne semble pas s'être produit dans un monde tel que décrit par M. Mladic. Et la défense démontrera que les entrées impliquant Stanisic ne tiennent pas la route du point de vue logique et ne peuvent pas être corroborées. Et si je peux en revenir au 2 juillet 1993, réunion au cours de laquelle on attribue les propos suivants à Stanisic, la majorité de ce dont nous avons besoin pourra nous être délivré via le MUP de Serbie. Les centres devraient être Palais Alilovic et Talic. Fin de citation. Et il n'y a pas de preuve que le MUP de Serbie ait créé des centres à ces endroits, et il n'y a aucune preuve que Talic soit un lieu qui existe. Mais c'est peut-être une référence au général Talic, mais c'est assez révélateur, et nous développerons cela dans nos arguments. À la fin de la réunion, Mladic prend le numéro de téléphone de Sajnovic. Et lorsque l'on lit, lui, les comptes rendus, il est clair que ni Stanisic ni Badja n'ont financé ou approvisionné la VRS. La DB de Serbie ne soutenait même pas la DB serbe de Bosnie.
peut pas aller jusqu'à dire, et nous ne le ferons pas dans nos arguments, que le MUP de Serbie, c'est-à-dire la sécurité publique, n'a pas apporté son concours aux Serbes de Bosnie. Et la défense ne dira pas non plus qu'il n'y avait pas des personnes individuelles au sein de la DB qui ont apporté leur concours ou qui aient apporté leur concours aux forces serbes de Bosnie. Il est possible, par exemple, comme le disait le témoin à charge GF026, que le MUP de la RS ait reçu de l'aide sous forme de communication et équipement de commissariat de police à Mali, Zvornik et à Loznica. Toutefois, les Serbes de Bosnie étaient constamment frustrés parce que le MUP de Serbie ne leur fournissait pas d'assistance digne de ce nom. Et en tout état de cause, les contributions minimales du MUP de Serbie ne peuvent en aucun cas être attribuées à M. Stanisic. Si M. Stanisic avait été au courant d'utilisation des ressources ou du personnel de la DB dans la formation de forces envoyées à Bosanski Samac, eh bien, il aurait pris des mesures pour mettre fin à cela. Nous demanderons le versement du commandant du 17e groupe tactique, Nikolic, et des deux hommes formés dans le soi-disant camp de la DB serbe, DST 68 et 57. L'instruction était organisée par le commandant de la GNA et le secrétaire national à la défense territoriale. L'instruction ne durait que quelques jours et n'utilisait qu'un ensemble minimal de ressources. En d'autres termes, ce camp de formation, au même titre que les autres, pouvait exister sans le soutien institutionnel de l'ADB. Ils pouvaient exister, ils existaient d'ailleurs à l'insu de M. Stanisic. Ils n'avaient rien à voir avec lui. Ces hommes dont j'ai parlé, donc les témoins dont nous demanderons le versement de la déposition dossier, ont déposé lors du procès Simic et indiqué qu'ils étaient membres de la police, de la RS ou de la RSK. Aucun n'avait fait état de lien avec M. Stanisic ou au fameux béret rouge. Et JF 47 a s'est vu rappeler ou s'est vu invité à ou s'est vu confronté à ses propres incohérences lors de son témoignage, mais cherchait surtout à se disculper. Comme le montrera la défense, c'est le service de M. Stanisic qui a arrêté Milkovic, non, Lugar et Debeli en Serbie lorsqu'il revenait de Bosanski Samac. Et si M. Stanisic avait été impliqué à la formation de ces soi-disant forces d'élite serbes, il aurait soutenu... pourquoi aurait-il soutenu leur arrestation, leur retour en Serbie en 1992? Il me reste que 10 minutes. Est-ce que vous voulez me donner 10 minutes supplémentaires, Monsieur le Président? Vous avez largement dépassé les 2 heures allouées au départ, mais Monsieur Groom, apparemment, vous vouliez évoquer une question de mesure de protection. Vous ai-je bien compris? Monsieur Groom, oui, Monsieur le Président. Il me faudrait pour vous présenter cette question environ 5 minutes, le Président. Peut-être même plus, d'après ce qu'on m'a dit. Vu la nature de la question que vous souhaitez soulever. Maître, je posais la question parce qu'en général, on travaille 75 minutes, puis on fait une pause. On a déjà travaillé 70 minutes, alors faisons une pause maintenant. Puis vous disposerez de 10 minutes supplémentaires. Après quoi, nous entendrons M. Groom. Et nous pourrons terminer dans les temps.
Maître Jordache, merci, Monsieur le Président. Le Président, vous parliez de 10 minutes, mais apparemment, d'après les transparents qu'il reste, ça va prendre un tantinet plus de temps. Même si c'était 12 ou 13 minutes, mon Dieu, vu les circonstances, ce ne sera pas un gros problème. Maître Jordache, merci. Le Président, nous allons faire une pause et nous reprendrons le débat à 12h30. Vous aurez jusqu'à 1h moins 10 et puis nous entendrons M. Combe. L'audience est suspendue.